Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui garde toujours sur une belle carte plastifiée rangée dans la poche de sa chemise, juste à côté du cœur, une liste rédigée avec amour des réalisateurs pour lesquels il serait prêt à tout. Ceux qui y figurent sont peu nombreux, mais notre fidélité à leur égard n'a d'égal que les sommets de joie et de félicité vers lesquels nous entraînent la plupart de leurs créations. Ça ne surprendra pas grand monde d'apprendre que sur cette liste figure en bonne place un certain Bird, Brad de son prénom, qui a eu la riche idée de re-signer avec Pixar cette année pour donner une suite à l'un de ses chefs-d'œuvre, Les Indestructibles, suite que nous allons évoquer ici tout de suite avec un trio de Wonder Boys réunis à l'antenne Paris. Rafik Djoumi, salut Rafik. Ah mais c'est moi, salut. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est Nos Ciné épisode 148 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. C'est Indestructible 2, il se passe directement dans la foulée du premier. La famille part au grand complet et de retour avec un nouveau défi pour Mr. Indestructible, gérer sa petite famille pendant qu'Elastigirl, sa chère et tendre, se charge du super-héroïsme. Des tâches domestiques rendues d'autant plus ardues qu'il faut gérer les pouvoirs des bambins, notamment ceux de plus en plus étendus du merveilleux Jack Jack, le meilleur personnage de l'histoire de l'humanité. Sachant qu'en plus de tout ça, une nouvelle menace pointe le bout de son nez, un super méchant baptisé l'Hypnotiseur. L'hypnotiseur interrompt ce programme afin de vous délivrer un message. Enfile ton costume, ça va chauffer. J'arrive, je me dépêche. Où est-ce que tu te dépêches? T'as intérêt à te dépêcher de rentrer. On l'a dit, c'est signé Brad Bird pour le compte de Pixar. Pas de commentaire sur le casting vocal côté français. Je vous renvoie à notre ciné-club du début du mois de juin où la question était longuement évoquée. Votre avis sur cette suite des Indestructibles, messieurs? Julien Dupuis est autour de la table. Contractuellement, je suis obligé de lui passer la parole en premier, malgré ses récriminations. Julien. Ah là là, c'est dégueulasse. Dégueulasse. C'est formidable, voilà. C'est un film qui te redonne foi en l'humanité. Non, mais en fait, qui te rappelle tout à coup que t'aimes ça, les super-héros. Moi, j'avais oublié que j'aimais ça. J'avais oublié que je les lisais, au fait. Et pourquoi je les aime aussi. Et qu'est-ce que tu peux faire cinématographiquement avec ça? Et je pense que d'ailleurs là-dessus, sur le côté spectaculaire, sur la générosité, sur l'action, sur le découpage, sur l'inventivité autour des pouvoirs qui sont toutes ces choses qui nous manquent tant dans les films de super-héros habituels, mais il a poussé les potards à fond. C'était déjà le cas sur le premier Indestructible. Je me souviens, pour l'anecdote, avoir interviewé des membres de l'équipe des 4 Fantastiques qui sortaient alors un peu après ou en même temps, enfin c'était dans la même sauce, et les mecs étaient dégoûtés, ils disaient c'est pas juste, en même temps lui il est dans l'animation et il peut tout faire, nous on peut pas tout faire, et c'est pour ça en fait il y avait moins d'inventivité et tout, mais non, c'est pour ça qu'on fait des films pourris. C'est une question, effectivement, évidemment, c'est une question d'inventivité, une question voilà, le truc, ce qui est génial en fait avec un type comme Brad Bird, c'est que c'est son credo alors je me souviens plus exactement de cette expression, mais c'est prendre tous les morceaux du buffle, du bison, pardon, qui était un truc des Indiens. Qui, quand ils chassaient le bison, ils mangeaient la viande, mais ils utilisaient aussi les os pour faire des trucs, et la peau, voilà. Etc. Et c'est ça, moi que j'aime chez ce réalisateur-là. Enfin, c'est une des choses que j'aime chez ce réalisateur-là, c'est-à-dire que quand il te prend le concept d'une scène d'action, par exemple, quand il te dit Elastigirl va avoir une moto, il te pose, il te tourne le truc, il te le retourne, il te le retourne, et il te démontre sans arrêt un potentiel infini, enfin pas infini, mais qui t'épate en fait autour de ça. Et moi je pense, c'est ce qu'on aime fondamentalement dans le cinéma d'action, c'est ce qui nous fait aimer le cinéma même tout court, c'est ce qui vient aussi des Buster Keaton, etc. Voilà, et ça fait tellement du bien en fait de voir un blockbuster qui arrive à faire ça. Le truc, c'est que je trouve que le film, au niveau de la dynamique de la famille, est assez exemplaire en fait dans la gestion en fait de la suite, c'est-à-dire de savoir comment tu satisfais ton public sur les éventuelles attentes qu'il peut avoir au regard du premier film, et comment en fait tu détournes en fait ces attentes là et que tu leur reproposes finalement la même chose sous une autre enveloppe, mais qui du coup, comme c'est un peu différent, ça te révèle une nouvelle facette en fait des personnages. Ça procède finalement du même mécanisme et de la même volonté artistique que pour les scènes d'action en fait, je pense. Et tout ça en plus avec un niveau de technicité qu'il faut citer quand même exponentiel. Je pense notamment à la glace de Frozone qui est hallucinante dans celui-là par rapport au premier, et aussi à la gestion des villes et de la foule.
et de la lumière. Et je trouve que c'est un des deux trucs en fait que Brad Bird a vraiment retiré en fait de son expérience dans le cinéma live. Je trouve qu'il y a une gestion de la lumière, notamment dans une scène nocturne aérienne, que je lui connaissais pas à ce point-là en fait auparavant dans ses films animés. Et en plus, dans sa mise en scène, il y a aussi une proximité ou des fois quelque chose d'un peu plus presque instinctif en fait dans sa façon de filmer. Je pense à certains plans en fait qui suivent les personnages presque caméra à l'épaule comme ça. Il le faisait un peu déjà dans l'animation, mais je trouve que c'était peut-être un peu moins marqué. Ouais. Ceci étant dit, j'ai deux tout petits problèmes avec le film, mais qui sont minimes. Mon premier problème, c'est un problème qui je trouve est assez fréquent en fait chez Pixar, qui est un problème sur l'ennemi. Ils ont eu... Alors c'est notoire, mais moi je l'ai appris après, je tiens à le préciser parce que ça aurait pu biaiser ma vision du truc. Il se trouve que ça a été un enfer en fait de trouver un méchant en fait pour les Indestructibles 2, et ils ont réécrit ce personnage plusieurs fois. Ça avait été le cas aussi sur le premier, mais ils avaient trouvé finalement ce méchant qui était fabuleux parce qu'il participait en fait de la création des personnages, de comment ils se réalisaient, voilà. Et là le méchant, je trouve qu'il y a presque des concepts en fait qui sont fabuleux, qui sont hyper enthousiasmants, mais qui se complètent pas trop et qui sont pas très homogènes. Et je trouve que notamment, il y a des volontés, des velléités, il y a un truc sur les écrans par rapport à la volonté de qui est le méchant. Je veux pas spoiler le film là pour le coup, c'est vraiment dommage. Mais je trouve qu'il y a un truc pour moi qui fonctionne pas trop. L'autre machin qui est beaucoup plus discret, c'est que le premier film avait été quand même porté pendant plus de 10 ans en fait par Brad Bird, et a été issu d'une mini déprime en fait qu'il avait faite au début des années 90 en fait, où il se retrouvait à être père de famille, il galérait, il n'arrivait pas à être réalisateur, et en fait il avait insufflé tout ça dans le premier Indestructible, et ça c'est irremplaçable. C'est-à-dire que moi j'adore les Indestructibles 2, encore une fois, c'est vraiment modéré, mais c'est juste par rapport au premier, je trouve que le film forcément quelque part est moins habité. Il y reste, il y a beaucoup de lui encore, mais il est moins habité par ce truc-là qu'il y avait dans le premier. Oui, cette espèce de spleen. Voilà, et qui faisait que c'était une bombe, quoi. Ouais. Surtout que voilà. Faut peut-être préciser que c'est un film qu'il voulait pas forcément faire, les Indestructibles 2. Et ça, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes à Hollywood aujourd'hui qui ne veulent pas faire les films qu'ils font. Je doute franchement que Bayona voulait vraiment faire Jurassic World 2 de cette manière-là. Et c'est justement toute la distinction. Alors encore une fois, on parle de quelqu'un qui a beaucoup plus de bagages que Bayona, mais moi je les mets entre guillemets à égalité sur le potentiel et les qualités. Et le truc c'est que lui il arrive à faire ce film-là, et que pour moi, alors moi je suis pas d'accord avec Julien. Il faut savoir deux choses. Il le fait dans ce contexte-là, c'est-à-dire dans le contexte post-Tomorrowland, qui est un film qui a été saboté par Disney. Et moi, je pense pour le faire revenir aussi dans le giron des Indestructibles et dans le giron de Pixar, d'une manière ou d'une autre en tout cas, mais vraiment je pense qu'il y a une idée comme ça, c'est-à-dire que c'est pouvoir lui faire la proposition qu'il ne peut pas refuser derrière. Et l'autre truc, c'est que c'est un film qui a été avancé d'1 an. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Toy Story 4 qui devait sortir cette année et qui, je crois, finalement sortira l'année prochaine, et ils ont interverti. Et je pense que les soucis d'écriture dont parle Julien, en fait, viennent de là aussi, quoi. Maintenant, moi, je trouve que justement, on peut peut-être avoir des manquements dans la façon dont le méchant est écrit, mais je le trouve extrêmement pertinent dans le contexte actuel des choses. Quand les mecs des 4 Fantastiques se plaignent de ne pas avoir pu faire les Indestructibles parce que voilà ce qu'ils voulaient, tu as envie de leur répondre Spider-Man 2. Oui. Parce qu'il sortait exactement au même moment que les Indestructibles, et qui pour moi en fait les deux se valent vraiment, si tu veux, si ce n'est que t'en as un qui est en live et l'autre qui est en animation, donc vraiment voilà. Et le truc avec les Indestructibles 2, c'est que je pense qu'en tout cas, sans spoiler qui est le méchant proprement parler, mais la logique de contrôle, la logique d'hypnose, la logique de de te retrouver génial, avec de te retrouver avec des plein de super-héros qui sont des super-héros qui sont des fans en fait, parce que c'est des jeunes super-héros qui sont des fans des Indestructibles, des fans de la famille Parr, des fans de Frozone et tout ça, et qui se retrouvent en fait eux aussi hypnotisés contrôlés par ce genre de truc.
bah t'as pas besoin d'aller chercher très loin pour savoir de quoi ça parle en fait, si tu veux, symboliquement, et jusque dans le contrôle même de la famille en question en fait, parce qu'à un moment donné ça arrive aussi en fait, la famille part se retrouve contrôlée. L'autre truc moi que je trouve le changement de paradigme dont parle Julien en fait par rapport à cette suite, et pour moi qui est totalement pertinent, Cameron a ce fonctionnement là en fait, James Cameron a ce fonctionnement là avec ses suites aussi, et je trouve que c'est vraiment fort, c'est que aujourd'hui en fait on pourrait dire si on met en avant Elastic Girl en fait c'est parce que c'est la période etc., mais non, je veux dire en gros pour ne pas faire la même chose littéralement que le premier qui se concentrait sur les problématiques du personnage du patriarche quoi, et ben on se tourne vers elle en fait si tu veux, et d'un seul coup ça donne une autre dynamique, un autre une autre histoire tout simplement quoi, et voilà. Et puis effectivement, là je rejoins totalement Julien, c'est-à-dire que t'as l'impression de redécouvrir le cinéma quand tu vois ce film-là, vraiment. C'est-à-dire que tout ce que tu veux voir dans un blockbuster, tout ce que tu veux voir dans un grand film, d'action, d'émotion, d'un grand spectacle en fait familial même, si tu veux, bah tu le retrouves totalement à 300%. Moi, il y a des idées de dingue en fait. Si tu veux, t'as la poursuite en moto, métro. Où d'un seul coup en fait ils utilisent une moto qui se découpe en fait si tu veux en deux pour qu'Elastic Girl utilise son pouvoir pour pouvoir rouler sur les murs, enfin c'est des trucs complètement dingues en fait, et après moi je sais pas ce que vous dites, moi j'ai l'impression que en fait ça fait longtemps quand même qu'il n'y a pas eu de film de super-héros au cinéma, donc voilà quoi, ça fait plaisir à voir quoi, mais peut-être ça va relancer une mode. Non mais même je veux dire il y a plein, enfin si tu veux t'as cette espèce de logique de mise en scène Hitchcockienne aussi si tu veux, c'est-à-dire que en fait y compris dans l'utilisation du méchant, c'est-à-dire que oui peut-être que encore une fois dans l'écriture le méchant peut manquer un peu de contexte de machin, mais en fait encore une fois la façon dont c'est mis en scène, la façon dont c'est travaillé, la façon dont l'hypnose hypnotise littéralement la caméra par moment si tu veux, bah tu te retrouves en fait dans un truc où tu comprends totalement les enjeux et le ressenti quoi. Après il y a peut-être que Rafik va en parler de cet aspect-là, mais il y a un aspect un peu plus politique, on va dire, qui est reproché à Brad Bird et qui est assez assez chiant, mais je vais peut-être te laisser la parole là-dessus. Oui, enfin, ce qui lui est reproché, comme souvent, une partie de la critique américaine sert de compas inversé, c'est-à-dire ils indiquent le Sud, donc à partir du moment où effectivement un mec comme Richard Brody dans le New Yorker accuse le film d'être du populisme autoritarien, je crois. Tu dis c'est le même reproche que dans Tomorrowland aussi. Non, mais voilà, mais c'est intéressant parce que c'est au cœur de la thématique du film, et le mec, ce sont des gens qui sont incapables de penser que les films réfléchissent en fait. C'est simplement un manque d'humilité. C'était déjà quand ils sortent de la salle, ils sont convaincus que tout ce qu'ils ont en tête, c'est eux qui l'ont inventé, c'est pas le film qui le leur a donné. Mais bon, ça c'est pas nouveau. Et Brad Bird effectivement a souvent dû répondre à des accusations. Il ne fait pas de films politiques, ça c'est une chose. Après effectivement que par essence il se pose des questions sur la condition de super-héros et que ce sont des personnages qui traditionnellement ont été proches des valeurs libertariennes. Ce sont des gens qui veulent faire le bien, qui décident donc de ce que c'est le bien, et qui, parce qu'ils ont des super pouvoirs, sont a priori capables de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Donc il y a les questions de hiérarchie, de compétences, tout ça qui rentre en jeu. Donc c'est quelqu'un qui se pose la question de l'excellence. C'est ça. De toute façon, Brad Bird, c'est toujours ça. Mais ça positionnement de ça. Mais le super-héros, il teinte idéologiquement en étant super-héros. T'as pas besoin. Il s'agit pas d'être de droite ou de gauche ou de milieu ou je sais pas quoi. C'est simplement se poser la question de ce que signifie le super-héros. Alors effectivement, on a fait le choix de pas spoiler, mais bon, quand même, c'est pas non plus, faut pas aller chercher loin. J'ai été voir le film avec mon fils de 8 ans, il a découvert l'identité du bad guy à peu près au bout de 20 minutes, quoi. Donc, c'est pas une énorme surprise. Et en plus, il parle même pas anglais. Donc, bon, le fait d'avoir, par exemple, un personnage qui s'appelle Evelyn Devor, qu'on peut évidemment reciter comme Evil Endeavor, c'est pas caché au public, là où le film nous entraîne. Le concept donc du bad guy qui est au cœur du film, et donc ce personnage qui s'appelle l'hypnotiseur, et qui donc joue des écrans et de l'hypnose sur la foule pour justement les forcer même à sortir
de la virtualité dans laquelle ils sont plongés, c'est-à-dire de vivre dans une réalité qui n'est pas là, qui n'est pas réelle, en référence à un autre personnage du passé qui est mort parce que justement il croyait trop en un mythe au lieu de croire en ses propres capacités, et qui n'a pas su se défendre parce qu'il attendait d'être sauvé par un super-héros. Ce concept-là, je trouve, comme Julien, pas forcément exploité jusqu'au bout. Maintenant, je trouve pas que le bad guy en question soit affaibli pour autant. Il a quelque chose de. Ouais. Je trouve qu'elle a deux. Non, mais ça y est, il a spoilé. Hein, Raphaël, il a dit qui c'était, donc je peux me permettre de le dire. Mais il y a deux axes, il me semble, dans le personnage qui ne sont pas très complémentaires. Moi, c'est la sensation que ça m'a donné. Après, peut-être qu'il y a mais il y a comme deux idées. On avait voulu pallier, si tu veux, la solidité de cet aspect de l'histoire en injectant ces deux idées-là qui me semblaient. Mais après, c'est peut-être parce que justement, en fait, ces deux idées-là n'étaient pas censées être dans le même personnage et peut-être aussi dans le personnage du frère ou quelque chose comme ça. Encore une fois, je sais bien qu'on est des francophones, mais le nom du personnage est déjà un indice appuyé pour le public américain. Après, bon, on va pas rentrer non plus dans le concept baudrillardien qui est suggéré. Non, parce que c'est vraiment ça. Pour le coup, je sais pas personnellement si Brad Bird a eu ses lectures, mais l'idée du simulacre qui finit par précéder et déterminer le réel, il est à fond là-dedans, puisque de toute façon, dans le script même, il s'agit t'as à un moment donné un personnage qui explique aux super-héros que leur condition actuelle, c'est-à-dire d'être interdit, c'est simplement une question de perception de ce qu'ils font, et qui te montre une image, telle que le public les perçoit. Donc on est vraiment dans la question de la représentation et des valeurs qu'on attache à ces représentations-là. À un point d'ailleurs où à un moment donné, il va jusqu'à, j'ai trouvé ça assez étrange comme figure, remaker peut-être inconsciemment Poltergeist, puisque donc on a le Jack, le bébé, qui est scotché sur l'image de sa mère qui est devant la télé, et quelques secondes après, il disparaît dans une dimension parallèle, voilà, et son père le recherche avec des cookies en traversant l'appartement, et en fait basiquement c'est vraiment le coup de Poltergeist, comme si ce nouveau pouvoir de Jack, celui de passer dans des dimensions parallèles, était ce que l'humanité est en train de vivre, c'est-à-dire qu'elle est plus dans ce réel-là, elle est dans un à côté en fait dont elle n'arrive plus à sortir, ou en tout cas où l'hypnotiseur va les emmener. Mais ce que tu dis aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a alors je rebondis un peu, mais plus sur, parce que ça me fait penser, je pense qu'il faut vraiment le préciser, je trouve, en fait, si tu veux, c'est que, encore une fois, dans la logique d'un film de super-héros, c'est-à-dire que je sors complètement du truc, mais je rebondissais sur ça. Il y a un truc de logique qui manque en fait complètement, et on l'a vu avec Avengers Infinity Wars, pour prendre un exemple récent, si tu veux, une vraie logique de team-up, en fait, si tu veux, entre les personnages, qui en fait développent des concepts de mise en scène. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, tu te retrouves avec le personnage de Jack qui est déjà génial en soi, si tu veux. On l'avait vu parce qu'il était dans un court-métrage et tout ça, etc. aussi, qu'il devient littéralement une arme. C'est-à-dire, il l'utilise comme une arme, si tu veux, dans le film, quoi. À un moment donné, clairement, c'est il utilise Jack, et bam, il lui envoie des lasers et tout, en lui appuyant dessus, quoi. Et donc, t'as ce genre de truc. T'as, des personnages, t'as une nana qui est absolument géniale, en fait, qui balance des portails, si tu veux, et qui, en fait, des vortex, voilà, tu vois, c'est vortex qui renvoie. Alors, si vous avez joué à ce jeu pour avoir une image visuelle, en fait, c'est Portal, en fait, le jeu de Valve, si tu veux, ou en gros, si tu veux, elle ouvre des portails dimensionnels, en fait, pour permettre à un moment donné, par exemple, à Elastigirl, en fait, si tu veux, de rattraper un avion, et en fait c'est des trucs en fait complètement dingues, et ça semble totalement évident et brillant quand tu es en train de regarder le truc, mais t'imagines littéralement le casse-tête de découpage en fait pour arriver à te faire comprendre exactement ce qui se passe à ce moment-là, qui est complètement dément, tout en donnant en fait une vraie dynamique de scène d'action, c'est-à-dire que voilà, et c'est ce que Stéphane disait tout à l'heure par rapport au coup de la moto qui utilise les pouvoirs d'Elastigirl. Effectivement, chaque super pouvoir non seulement a une fonction psychologique, mais ça c'était déjà dans le premier, c'est-à-dire les personnages en fait ont le super pouvoir de leurs conditions, de leur mental, et Vortex en tant que fangirl complètement ahuri, qui justement est pas à la fois dans le réel et dans un à côté, elle représente tout à fait ça, au même titre que la fille des Indestructibles qui vit sa crise d'adolescence dans des scènes assez cocasses. Son pouvoir est aussi en lien avec ça. Mais en plus, bien sûr, par-dessus ça, il l'utilise d'une façon scénique, c'est-à-dire en gros le pouvoir n'est pas intéressant si on peut pas créer une dynamique
encore une fois burlesque, comme le Julien le soulignait, avec. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut peut-être donc préciser, c'est qu'en fait à la fin, parce que on parle de scène d'action, mais par exemple la scène où elle pleure mais elle est invisible et elle vient, elle veut pas qu'on la voie, mais en même temps tu peux pas ne pas la voir, elle est en train de pleurer parce qu'elle s'est fait poser un lapin, elle vient chercher un truc dans le frigo, elle repart. C'est en fait, si tu veux, c'est tous ces concepts de mise en scène en fait, si tu veux, où tout simplement un mec comme Brad Bird comprend, c'est-à-dire que je pense que Brad Bird dit souvent, là, je fais pas un film de super-héros. Tu vois, c'est un peu sa logique, ce qui, comment dire, peut paraître étrange parce que c'est un film de super-héros ultime. Moi, honnêtement, peut-être que c'est le gouffre actuel en fait qui me fait adorer absolument ce film, si tu veux, par rapport à la concurrence, voire limite plus que le premier. C'est pas vraiment la concurrence en l'occurrence. Non mais je me pose vraiment la question en fait, si tu veux, même par rapport au premier, parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup plus pété les plombs sur celui-là, et j'ai beaucoup plus encore envie de le revoir. Alors que j'ai bien dû voir 15 fois le premier. Que le premier, quoi. J'ai vraiment déliré, mais parce que j'ai l'impression que le truc, c'est qu'il arrive à utiliser, encore une fois, tous les concepts qu'il met en place. C'est-à-dire que moins l'idée peut-être du méchant dont tu parlais, si tu veux, c'est comment dire, et là je pense plus sur le papier, plus sur le papier, je trouve que c'est un film qui entreprend littéralement tous les choses qu'il veut vraiment obtenir, c'est-à-dire le suspense qu'il veut te donner, l'émotion qu'il veut t'apporter, l'humour qu'il veut voilà, et c'est en ça en fait que pour moi c'est un vrai grand film familial, c'est-à-dire un vrai grand film de mise en scène aussi, et un vrai comment dire tout simplement effectivement un rappel que le mec est juste génial, quoi. J'ai juste en fait quelque chose qui est plus de l'ordre d'une question, c'est qu'à un moment donné il utilise comment dire, l'effet stroboscopique de l'hypnotiseur pour mettre en scène un combat sous effet strobo. Et bon, je vais revoir le film, hein, mais j'ai l'impression, je le soupçonne d'avoir utilisé de l'animation traditionnelle dans cette séquence-là, parce que l'effet visuel est ça a d'ailleurs été extrêmement... source d'une mini polémique aux États-Unis où ils ont fait mettre des panneaux parce qu'il y avait pas c'était pas prévenu. C'est pour les gens qui sont épileptiques. Pour l'épilepsie, bien sûr. Oui, mais c'est cohérent. Enfin, c'est pas pour le coup, c'est pas abusif. Parce qu'il y a un côté cel shading. Mais en fait, par contre, ce qui est intéressant sur cette scène-là, c'est que ça fait partie des scènes qui n'ont pas été écrites. C'est-à-dire que lui il avait juste ce concept et il est passé directement au stade du storyboard, et je pense que c'est de là aussi que vient cette réussite-là. C'est une scène extrêmement visuelle, quoi. C'est une idée visuelle avant tout. Bon, vous êtes enthousiaste? Oui, complètement, évidemment. Pour moi, c'est le film de l'année. J'aime quand j'entends ça. Voilà. Avant de se quitter, messieurs, comme d'habitude, on offre à nos auditeurs une petite tournée de recommandations quand même. C'est l'usage. Évidemment, vous êtes libre de vous éloigner du monde de Brad Bird, de l'animation, des super-héros, de tout ce qu'on vient d'évoquer. Julien? C'est d'habitude je prépare toujours mes recos, mais j'en ai pas trop. Je peux en avoir deux. Moi, je voudrais quand même reconseiller encore À la poursuite de demain, parce que c'est un film qui est passé à l'as. Auquel nous avons consacré une de nos toutes premières émissions. Ouais, mais il a eu le malheur de sortir en même temps, ou quasi en même temps, ou quelques semaines avant Mad Max Fury Road. Il a eu le malheur de sortir à une époque où les gens n'aiment pas trop le cinéma aussi. Et du coup, c'est vrai qu'il a été éclipsé chez tous les. J'ai l'impression chez tous les cinéphages hardcore qui défendent les valeurs du cinéma de genre noble, il est un peu passé à la trappe, quoi. Du coup, c'est comme ça moi que je l'ai pris, et je trouve que c'est un film absolument incroyable. Moi, Tomorrowland, c'est À la poursuite de demain. À la poursuite de demain, oui, pardon, mais j'aime pas trop ce titre, c'est pour ça que j'ai un peu squeezé. Mais je trouve qu'il y a une concordance de talent, par exemple, d'à la fois la photo ou le design, et des morceaux aussi de cinéma absolument incroyables, et toujours cette volonté de retourner le concept avec des idées que je n'avais pas vues ailleurs. C'est-à-dire que c'est cette fille qui est à deux endroits en même temps en passant avec le pins et tout, et cette façon qu'il a de l'utiliser, je ne connais pas de précédent, quoi. Donc moi je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, il faut vraiment le voir à Tomorrowland. En plus le score de Michael Giacchino est absolument génial. Et sinon j'en ai une autre toute petite qui est le making of du premier Indestructible, qui est de tous les making of, et je crois que je les ai quasi tous vus en fait des Pixar. C'est mon préféré, j'ai dû le voir 5-6 fois. Il est génial en fait, c'est pas très long en plus, donc même si vous n'êtes pas des gros fans de making of, vous pouvez vous le farcir. Je crois que c'est 40 minutes, un truc comme ça. Pour moi c'est pas assez long, mais voilà. Et c'est génial parce que ça fait partie des documents où tu vois vraiment la personnalité de Brad Bird, c'est-à-dire le gars qui envoie paître ses équipes. Tu vois son arrivée aussi à Pixar, tu vois comment John Lasseter l'a fait venir là-dessus, tu vois aussi la personnalité
personnalité de Lasseter aussi, dedans, la façon que Brad Bird a de travailler. Et puis aussi, tu le vois en train de batailler avec la technique, ce qu'il a eu moins à faire sur Les Indestructibles 2, où par exemple, quand il reçoit les premières œuvres d'animation, il se dit mais qu'est-ce que je dois regarder en fait, parce qu'il comprend pas en fait comment appréhender en fait ce nouvel outil, lui qui vient de l'animation traditionnelle. Voilà. Très bien, tu vois, t'avais plein de recours. Ouais, mais elles sont très basiques. Mais non, elles sont super. Graphique, un truc incroyable. Non, j'en ai deux assez simples en fait. La première, c'est un test que je vous invite à chercher sur internet de The Spirit que Brad Bird avait fait, un pencil test qu'il avait fait en 1980. J'aurais dû dire ça. Voilà, donc il me semble qu'on l'avait déjà recommandé dans une émission. Je l'avais pas recommandé, mais je l'avais passé ici à nos ciné. Tu l'avais passé à nos ciné en public, c'est ça. Qui est d'ailleurs rappelle qu'il y a eu longtemps un projet aussi qui s'appelait Reagan, qui aurait dû être un peu dans la continuité de ça. Et sinon, c'était plus dans l'esprit de Tomorrowland. C'est-à-dire que c'était aussi, entre les deux. Oui. C'était un film noir, mais de SF 50s, rétro-futuriste. Voilà, qui est un truc qu'on n'a pas envie de voir. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Jamais. Et sinon, son épisode pour la série Histoire Fantastique, donc Amazing Stories, qui s'appelait Family Guy. Family Dog, qui a ensuite donné lieu à une série qui a été reprise par Tim Burton. Voyez l'original de Brad Bird. Il y a déjà toute son énergie. Il y a en partie, en fait, une partie de l'esprit que Brad Bird va amener aux Simpsons était déjà dans cet épisode d'Amazing Stories de Brad Bird. Voilà. Très bien, Stéphane, ils vont encore se payer ma gueule là. Ils vont encore se payer ma gueule. Ils vont me dire mais ça n'a aucun rapport. Et évidemment que ça n'a aucun rapport, parce que c'est quoi le rapport entre Brad Bird et Clint Eastwood à part le fait qu'ils soient libertariens tous les deux. Bon bref. Apparemment, tu vois. Je sais pas moi. Je veux dire de la même manière que ce monsieur indestructible est beau, grand et fort avec un torse bien bombé, tu vois. Déjà, j'ai envie de recommander en premier lieu l'affiche de. Il faut que vous ayez ça chez vous, l'affiche de l'épreuve de force qui est désignée par Frazetta. J'avais déjà recommandé le film. Ouais, ce que j'allais dire, tu triches un peu. Hein. Mais maintenant que vous avez vu, attends, j'ai pas fini. Okay. Et maintenant que vous avez vu le film, puisque je vous l'ai recommandé il y a quelques mois déjà, donc vous l'avez forcément vu 2 ou 3 fois, vous pouvez vous acheter l'affiche, le poster, qui est un des plus beaux posters de l'histoire du cinéma. Voilà. Vertigo, mon cul. Et donc Frazetta Power. Il y a une des cascades en moto dans Les Indestructibles. J'ai pas fini. Elle est pas en rapport avec la relève. Attends, mais j'ai pas fini, putain, tu fais chier. Et donc, il y a un autre film. Il y a un autre film en fait où Clint Eastwood est magnifique. C'est peut-être même un dernier où il est magnifique, grand, beau, fort, avec un cigare au bec et tout ça, etc. C'est La Relève, qui est un très très grand film d'action. Enfin moi, en tout cas un des meilleurs buddy movies que j'ai vu, tu vois, voilà. Ouais. Et en fait, c'est un film qui est très beau, comme dans le premier Indestructible, il se fait. Bon, là, évidemment, il n'y a pas de viol dans le premier Indestructible, mais là, Clint Eastwood se fait violer littéralement par la femme de main du méchant. Comme. Il y a une scène comme ça un peu similaire dans Les Indestructibles, mais family friendly, on va dire. Là, c'est la version hardcore. Non-PG. Donc, c'est quand même le seul film où Clint Eastwood se fait violer. Donc, respect, quoi. Ouais. Et effectivement, il y a comment dire, bon, alors ça, c'est Charlie Sheen, donc ça compte un peu moins, la cascade en moto. Mais t'as surtout une des plus belles cascades de l'histoire du cinéma, en fait, avec une bagnole qui passe à travers un entrepôt, et l'entrepôt littéralement explose en entier. Un mur de flammes. Tu as un mur de flammes absolument incroyable, et t'as juste je crois que c'est une Corvette, ou je sais pas ce que c'est la bagnole, en fait, t'as Clint Eastwood qui bon, je pense que c'est le cascadeur, hein. même si en fait j'ai envie d'y croire quand même quand je regarde le film, tu vois, voilà. Et quoi dire d'autre, il y a Raoul Julia qui est génial en méchant, il y a Sonia Braga qui est géniale en méchante, c'est elle qui viole Clint Eastwood. T'as parmi les meilleurs punchlines de Clint Eastwood aussi là-dedans, donc voilà, Enfin, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Ok. Qui n'a aucun rapport avec Les Indestructibles 2, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'était de toute façon obligatoirement. Sinon, je pouvais recommander Speed 2, qui a le même climax que Les Indestructibles 2 aussi, si tu veux. Mais bon, étrangement, ça m'est pas venu. Ça t'est moins venu. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Binge. Et tout de suite, un message de notre partenaire. J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser chemin, les gars. J'ai fait du mal.
j'ai compromis des missions. Des policiers français, on peut les acheter, pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.